Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la commu. Donc voilà les gars. Cependant, en tant que membre de l'équipage de Barbe Noire, il semble qu'il ait causé aussi de nombreuses victimes. Cette question-réponse permet alors d'en savoir un peu plus sur la mentalité d'Aokiji et elle reste pour le coup assez fidèle à ce que me disait mon instinct sur lui. Kuzan ne cherche pas à faire de Barbe Noire le roi des pirates, comme pourraient le faire ses autres subordonnés. Il profite juste de la liberté accordée par son nouveau statut, car comme lui disait si bien Barbe Noire au chapitre 1081, chacun a des plans en tête totalement différents. C'est ce qui fait de eux des pirates. Alors oui, Aokiji bosse quand même pour lui, mais les victimes qu'il a causées ne doivent sûrement pas être des enfants de cœur. On ne peut le nier, Kuzan est loin d'être un monstre, sinon il aurait pu arrêter les Mugiwara à de multiples reprises. C'est un très bon gars, et sa présence au sein de l'équipage de Barbe Noire a un sens tout autre que simplement l'aider dans son ascension. Ce qu'il combattait autrefois, la piraterie, a finalement été pour lui le seul remède, la liberté. Question numéro 8. Et c'est assez intéressant parce que Aokiji pour moi c'est un personnage complexe, et le délire c'est que il prend des décisions, il n'est pas obligé d'obéir, mais il se retrouve pour moi obligé malgré lui de faire certains choix. Comme par exemple Kobe, comme par exemple geler la meuf à Kobe. Il savait qu'il allait pas la tuer, tu vois, mais il l'a fait quand même. Alors qu'à l'époque, rappelez-vous à Ohara, il a épargné Saul et Robin. Et c'est des choses qu'il l'a fait en connaissance de cause, tu vois. Alors que les autres, tu vois, la meuf à Kobe, il l'a gelée même s'il savait qu'il connaissait la manière de la faire dégeler, etc., etc. Ça montre aussi que il y a des questions qui se posent autour de tout ça et on se demande pourquoi Aokiji a décidé d'attaquer son ancien sensei, mais aussi attaquer Kobe, attaquer tout ça. C'est des choses qu'il aurait pu dire, ouais, non, ça m'intéresse pas. Un peu à la Mihawk, tu vois. J'avais accepté pour Barbe Blanche, mais par contre, je sens que j'ai pas accepté. Bah là, ça pourrait être la même chose pour le reste. Donc voilà, c'est des choses qui, je pense, sont des choses à garder en tête parce que je pense sincèrement qu'il y a anguille sous roche. En tout cas, Aokiji, c'est un personnage complexe et là, ça montre bien les difficultés qu'on a à le comprendre. Et le type de système de recrutement militaire mondial qui a ajouté Fujitora et Ryukugyu aux forces des marines. Réponse d'Eiichiro Oda, les pays affiliés au gouvernement mondial ont leurs propres soldats pour se protéger. Grâce au recrutement militaire mondial, les marines renforcent leur armée en recrutant les soldats les plus compétents de ces rangs. Ce recrutement a également été un déclencheur de la récente révolution des 8 nations, car l'affaiblissement des forces de défense nationales pourrait avoir contribué au succès de la révolution. Partie peut-être un peu compliquée, mais je vais vous expliquer, mais qui est surtout très intéressante pour le coup, parce qu'elle permet d'éclaircir le mystère autour de cette révolution, et surtout dans la façon de procéder du gouvernement mondial dans le recrutement de ses forces. Ce recrutement militaire mondial aurait également pu être dépeinte à travers le flashback de Kaido. Lui qui était un si puissant guerrier du royaume de Vodka s'est vu être arrêté par la marine qui a lancé une conscription pour qu'il combatte pour elle. La marine et le gouvernement décident simplement d'extraire les plus puissants guerriers de chaque royaume pour les utiliser à leur guise quoi. Ça affaiblit donc la défense et la force de cette armée, les rendant beaucoup plus vulnérables. J'en profite également pour vous révéler l'histoire de Fujitora et Ryukugyu vu que c'est totalement dans le thème et qu'elles viennent tout juste d'être dévoilées dans le dernier SBS de One Piece. Ryukugyu Aramaki vient de South Blue. Il était officier de police du royaume de Taya et a causé un grand incident impliquant une femme, ce qui l'a conduit en prison. Sa réputation de posséder une force extraordinaire est parvenue aux oreilles du gouvernement. Il a alors été recruté dans la marine et a immédiatement obtenu une promotion spéciale au rang d'amiral. Fujitora Issho a subi des pertes dans un lieu de jeu d'argent sur l'île Twin Snake, située dans West Blue, et travaillait là-bas comme garde du corps quand le gouvernement mondial l'a recruté avec une grosse somme d'argent. Issho était un chef militaire de la défense dans le royaume d'Aoi, qui existait autrefois sur Grand Line, et le gouvernement mondial savait qu'il avait été un criminel de guerre important en raison de la destruction du royaume d'Aoi pendant la guerre. Voilà, donc tous ces pays sont intimement liés à la révolte des 8 nations puisque le gouvernement a récupéré leurs plus puissants soldats, affaiblissant ainsi leur force et aidant du coup à la révolution. Question numéro 9. Peux-tu nous parler de l'incident de Rocky Port qui a fait de Kobe un héros? Comme l'expliquer en détail prendrait trop de temps, voici un résumé. Donc voilà les gars, juste avant de passer à la suite, je vous mettrai en haut à droite là-haut la vidéo où on a traité des SBS, donc c'est dans ces SBS qu'ils ont parlé justement de l'histoire de Issho et de l'histoire de Ryukugyu. Donc voilà, c'est des informations supplémentaires, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas si vous avez envie de regarder.
En apprenant que l'île des pirates détenait un poneglyphe important, Law a détourné un immense navire de passagers appelé le Rocky Port et a infiltré l'île. Ce navire transportait le roi et des nobles importants d'un certain pays. Cependant, le navire que Law voulait détourner était en fait un vaisseau de contrebande sous le même drapeau que celui de la nation d'où venaient le roi et les nobles importants, et est impliqué dans des affaires avec l'île des pirates, ce qui a mené à de gros problèmes. Law a affronté les pirates et peu de temps après, Kobe et Barbe Noire sont arrivés séparément sur l'île pour leurs propres raisons et ont uni tous les trois leurs forces. À la suite de cet incident, Barbe Noire est devenu le roi de l'île des pirates, Law a été reconnu comme l'un des Shichibukai et Kobe a été acclamé comme un héros. Ok, alors avant de commencer cette nouvelle question, je voulais vous dire de faire attention à la traduction car certains mentionnent la présence d'un poneglyphe, d'autres non, donc pour l'instant on ne sait pas encore le vrai du faux. Moi dans le doute je vous laisse la partie avec le poneglyphe et si c'est faux, eh bien tant pis. Merci à vous, on continue. Alors c'est passionnant pour le coup mais un petit peu compliqué et pas super bien expliqué. Alors en gros de ce que j'ai compris, le Rocky Port n'est donc pas un lieu mais un immense bateau. C'est pourquoi au chapitre 1080 il disait avoir terminé de réparer le Rocky Port. Ce n'était non pas un port mais bien un navire. Il semble, sauf si j'ai pas très bien compris, qu'un royaume important faisait des transactions avec l'île des pirates qui était autrefois dirigée par Ochoku. Donc on parle sûrement de commerce d'esclaves ou en tout cas d'un lien avec la pègre, la mafia de One Piece et donc de tout ce qui peut aller avec comme les médicaments, les armes, certains matériaux rares comme le bois d'Adam. Enfin en gros, il y avait du commerce illégal du marché noir de One Piece. Ce n'est qu'en combinant sa force avec Kobe et Law que Teach est parvenu à vaincre le roi de la ruche, donc Ochoku, cet ancien membre de l'équipage de Chebek, justement gardé en tout cas sur son île un important poneglyphe, raison pour laquelle Law et Teach s'en sont peut-être intéressés. Est-ce un rod poneglyphe pour autant? Je ne pense pas. Le dernier rod poneglyphe manquant appartient à l'homme à la cicatrice de feu et ni Law ni Barbe Noire ne l'ont récupéré. Il s'agit davantage d'un des poneglyphes importants constituant le Rio poneglyphe et donc qu'il doit receler des informations sur le siècle oublié et peut-être même certaines armes antiques. Voilà, donc Oda ne parle pas de Ochoku alors que c'est vraiment le plus intéressant de cette histoire, c'est la preuve qu'il va sûrement le développer dans la trame principale de son œuvre, tout simplement. Question numéro 10. Alors là c'est intéressant parce qu'il y avait vraiment énormément d'informations. Donc déjà l'incident de Rocky Port, c'est des choses qu'on capte pas vraiment la profondeur de ce qui s'est passé là-bas. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a eu un incident et que ça a permis à Teach de devenir roi de l'île mais en même temps d'avoir son territoire en tant qu'empereur. Ça a permis de Law d'intégrer les Shichibukai et de Kobe de devenir le héros de la marine. Et les trois ont dû faire une alliance alors que quelques temps plus tard Barbe Noire s'est battu contre Law. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations. Donc à ce qui paraît, d'après les dires d'Oda, d'après la traduction qu'on a eue, ce serait dû au fait que voilà, il y avait un bateau qui échangeait des choses illégales, comme vous l'avez compris, et que Law a intercepté ça, et du coup voilà, la marine est venue, etc., etc. Ça a découlé sur le fait que voilà, il y aurait eu un poneglyphe, et ça encore, c'est des choses qu'on sait pas encore. Donc là, je vais pas trop en parler, j'aurais bien voulu, mais c'est vrai que si Rocky Port est un bateau, les liens avec le poneglyphe pourraient être réels. Et après, on se pose des questions, mais Barbe Noire, il a dit que ce serait tout simplement l'homme à la brûlure qui aurait le dernier raid poneglyphe, c'est lui qui a apporté cette information. Et comment ça se fait qu'il serait au courant de ça? Peut-être que ça vient de là aussi. Donc, c'est dur à croire, étant donné que sinon, Barbe Noire aurait pris le poneglyphe s'il était au courant, mais peut-être que grâce à ce combat, il a eu des informations. Donc, est-ce que c'est Xebec qui est encore vivant? Certains disent que c'est possible. Si c'est possible, ce sera pas l'antagoniste final du manga. Pour moi, Xebec, comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, vivant possible, antagoniste final du manga impossible. Et pour le reste, ça peut être un membre tout simplement de l'équipage de Xebec qui est encore vivant. Donc, je sais pas, peut-être H d'argent ou quelqu'un comme ça, ou Ochoku, je me rappelle plus c'est qui Ochoku, je crois que c'est H d'argent, mais j'en suis pas totalement sûr. Donc on verra, mais voilà, on a eu les petites informations par rapport à ça, c'est assez ouf. Lors de l'incident de God Valley, Sangarling a confronté les pirates, mais quelle est la puissance de ses capacités de combat? Réponse d'Eiichiro Oda, il est puissant, il y a une raison à sa force. Bon, merci encore, hein, Oda, c'est une dinguerie d'être autant précis dans tes réponses. Alors si on veut ajouter un petit peu plus de consistance à cette question, mais surtout à cette réponse, il faut croire que Garling est bien différent des autres chevaliers divins. À mon sens, il possède le haki des rois, vu qu'il est le leader de ces guerriers célestes, mais l'autre raison à sa force serait peut-être son fruit du démon ou son pouvoir démoniaque. Et ce que j'entends par pouvoir démoniaque, c'est évidemment la transformation des doyens en démons, qui ne semble pas venir d'un Zoan mythique. Maintenant que Garling est un membre du Gorosei, c'est qu'il doit lui aussi posséder cette transformation en démon pour remplacer Saturne, exécuté par Imu en personne. Un yokai lié à la lune, comme le croissant de lune que représente sa coupe de cheveux, est effectivement le plus logique que l'on puisse imaginer, et c'est de là dont il tiendrait sa force si particulière.
Bien qu'il reste encore timide sur de nombreux sujets, comme nous l'avons vu, nous nous sommes tous posé ces 10 questions au moins 1 milliard de fois, et certaines réponses apportent une vraie plus-value à l'œuvre dans son état actuel. L'histoire de Rocky Port, la révolte des 8 nations, même la prime d'Akainu dans la Cross Guild, ça m'a vraiment surpris. Alors voilà, pour patienter encore une semaine avant le retour des scans, j'espère que cette vidéo et que ces quelques news vous auront plu et apporté quelque chose. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner car quelques petits bangers vont sortir d'ici la fin de l'année, j'ai très hâte de vous les montrer. Merci à tous d'avoir répondu présent à cette vidéo, portez-vous bien les bros, peace. Ok, bah merci à Goji pour cette vidéo qui était plutôt bien, moi j'ai bien kiffé, franchement il y a des informations réelles et utiles. Donc là maintenant on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Pour moi les plus importants c'était sur Garling, donc voilà, si Oda a pas répondu à cette question c'est parce que clairement c'est quelque chose que tout le monde aimerait savoir et que Oda réserve cette réponse pour l'œuvre principale du manga. Ensuite, si Oda a dit qu'il y avait une raison à sa force, c'est que sa force elle vient pas du fameux fruit comme l'a dit Goji, mais plutôt de sa force physique et de sa force de maîtrise au niveau des acquis. Pourquoi? Parce que pour moi il était déjà bien fort, très très fort avant même de rejoindre le Gorosei. Pourquoi? Parce que on l'a vu déjà que les Figarland déjà de base, juste au niveau de leur sang, de leur lignée, fait que les personnes issues de cette lignée deviennent surpuissants. On l'a vu avec Shanks, on l'a vu pendant le film Red et là maintenant on a Garling qui lui-même s'est illustré à God Valley, donc ça montre un petit peu la puissance du personnage déjà juste de base. Maintenant qu'il a rejoint les Gorosei, la plus-value va faire en sorte que le fruit du démon ou le type démon ou l'appartenance entre guillemets à Im-sama, le pacte avec le diable, pourrait faire en sorte de accroître sa puissance qui est déjà colossale, tu vois. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça par contre. Mais il a bel et bien une base solide, une base qui pourrait être similaire à celle de Shanks, étant donné qu'ils sont de la même lignée. Donc à voir par la suite, mais ça pour moi c'est une certitude. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, il y a l'incident de Rocky Port qui est ultra intéressant à mon sens, étant donné qu'on a des informations qu'on n'avait pas dans le manga. Donc voilà, il y a un incident qui a fait que un des anciens membres des Rocks a combattu Barbe Noire et Barbe Noire a dû s'allier avec 2 personnes pour le battre, étant donné qu'il y avait sûrement son équipage, etc., etc. Donc ça montre un petit peu que la personne en question, la personne des Rocks, était colossale. Est-ce qu'il avait un niveau empereur? Potentiellement. Est-ce qu'il pouvait revendiquer le titre d'empereur? Je ne pense pas, étant donné qu'il y avait déjà des empereurs dans le monde de la piraterie. Mais ça montre un petit peu qu'il y avait quand même de la puissance et il y avait quand même des gens très très forts là-bas et que Barbe Noire n'a pas juste battu le boss tranquillement. Il y a vraiment ce côté avec l'aide de Kobe et de l'eau. Donc je pense que voilà, tout ça aura tout simplement son explication très bientôt. Voilà, et après, voilà, il y a juste les primes. Pour moi, c'est aussi ce qui a été le plus important. Les fameuses primes qui montrent que Akainu est la personne avec la prime sur sa tête la plus grosse de tout le manga. Ce qui montre aussi l'intérêt qu'il y a autour de lui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le considèrent comme quelqu'un de pas très fort, mais bon, Oda l'a dit lui-même, si Akainu était un pirate, il aurait pu conquérir Grand Line en une seule année, je crois. C'était ça la phrase. En tout cas, ça a montré un petit peu sa puissance légendaire, sa puissance colossale. Donc voilà, ça montre aussi la jauge de puissance émise par les pirates et en même temps par la marine. Donc on a des personnes qui ont les mêmes primes que potentiellement des petits empereurs, comme par exemple Luffy ou Baggy, tu vois. Je dis petits empereurs parce que voilà, c'est les nouveaux, ils sont autour des 3 milliards. Et pareil, quand Barbe Noire a rejoint la piraterie, pareil, il était autour des 3 milliards, un peu moins. Donc ça montre un petit peu que quand t'es un petit empereur, tu commences aux alentours des 3 milliards. Et là, par contre, Akainu, lui, est déjà à 5 milliards. Donc ça montre un petit peu que Oda essaye de jauger ses personnages et nous donne des informations qui vont servir pour la suite du manga. Par contre, est-ce que Akainu est plus fort que Luffy? C'est une question assez difficile à répondre. En l'état, peut-être, peut-être pas, ça m'étonnerait, mais je pense que Akainu a un level suffisant tout simplement pour combattre et potentiellement battre des personnes telles que Luffy. On l'a vu par exemple avec Queen qui a réussi à assommer Big Mom. Effectivement, il y avait les circonstances de combat qui allaient dans le sens de Queen, mais là pour moi, Akainu c'est la même chose. Il pourrait être soit suffisamment intelligent pour faire en sorte de pallier peut-être le manque de force, ou tout simplement il est tellement fort qu'il arrive à surpasser des empereurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Surtout que à la dernière page du chapitre, à la fin de Egghead, on a tous les personnages les plus importants autour du One Piece qui vont sûrement se battre pour le One Piece. On a donc les 4 empereurs, on a donc les Figarland, on a aussi un personnage caché, mais on a aussi les gens de la marine, que ce soit Kobe, que ce soit Akainu, que ce soit Aokiji, Dragon. Vous voyez qu'il y a vraiment tout le gratin, et pourtant on a bel et bien l'amiral en chef dans l'équation. Ça montre un petit peu que tous ces personnages ont vraiment leur importance pour la fin du manga, et aussi ça montre qu'ils sont suffisamment puissants pour faire partie de la même catégorie que les personnes qui ont été mises dans la même page. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on a pour moi des éléments, des informations qui ont été divulguées, qui montrent un petit peu toutes les personnes importantes
importantes pour la fin du manga, et c'est des choses qui, je pense, vont prendre sens du tout juste après Elbaf. Donc il y aura le fameux arc Road Poneglyph plus Love Tale, et c'est à ce moment-là qu'on aura toutes nos réponses à nos questions, mais bien avant ça, on aura déjà énormément de réponses, étant donné qu'Elbaf va être légendaire. Donc voilà, je termine ce petit moment réact à la vidéo de Goji, merci encore à lui, et j'ajoute juste que, franchement, j'ai bien kiffé la vidéo déjà de 1, j'ai mis mon petit like parce que je kiffe, et aussi que tout simplement, grosse force à Oda, parce que Oda malheureusement est malade depuis un moment maintenant, sans qu'on le sache, et il n'a pas pu sortir le chapitre cette semaine, donc voilà, et on n'a pas été prévenu, personne n'a été prévenu, c'est que là maintenant ils ont demandé au Shonen Jump de prendre la parole pour dire que on n'aura pas de chapitre cette semaine, et c'est un peu triste, mais on espère tous, en tout cas je pense qu'on est assez unanime là-dessus, que Oda se rétablisse correctement et qu'il prenne son temps, parce que voilà, je pense qu'il nous a régalé pendant des vingtaines d'années, et que voilà, il est peut-être temps de se reposer légèrement et peut-être prendre un rythme un peu moins soutenu, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce live, même s'il était court. Je vous laisse sur ça, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, les gars, vous savez exactement comment faire. Vous avez le Twitter, le Discord, vous avez aussi Twitch et YouTube. N'hésitez pas, les gars. Et sinon, vous connaissez les gars, petite souscription, ça fait plaisir. Si jamais vous voulez soutenir de manière financière, vous connaissez. Donc voilà, vous faites comme vous le voulez, vous faites comme vous pouvez, les frères. Mais merci à tous ceux qui le font, ça m'a fait énormément plaisir. Et hâte de vous faire du nouveau contenu qui va dans ce sens-là. Donc voilà les gars, je vous laisse sur ça. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très bientôt. Ciao les mecs.